Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Alors que la dette française ne cesse de s'accroître, je reçois aujourd'hui l'économiste Tom Benoît qui nous explique un peu plus les raisons de la croissance de cette dette, mais aussi les enjeux de l'économie mondiale à travers différentes évolutions de différents secteurs. Monsieur Benoît, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Julie, avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point global en fait sur l'économie française et internationale, en commençant d'abord avec la croissance française qui reste très fragile, autour de 0,6% en 2025, et avec une dette qui continue de grimper. Alors pour commencer, selon vous, quelles sont les priorités économiques que la France devrait adopter pour un peu sortir de cette stagnation? Non, il y en a plusieurs, on les met pas en place. Premièrement, ça serait de relancer le commerce intérieur, si vous voulez, parce que vous avez une fracture qui est assez générale, on la retrouve partout dans le monde, y compris aux États-Unis, mais aux États-Unis c'est un petit peu différent parce que vous avez des géants, ce qu'on appelle les GAFAM, hein, donc Google, Amazon, Meta, qui ont une surcapacité, même une grande capacité à attirer des capitaux. C'est-à-dire que ces sociétés attirent des capitaux de l'extérieur vers les États-Unis. Ce sont des géants américains, donc ça contribue au succès des États-Unis. Notamment le fait d'avoir un Google ou un OpenAI. Vous avez par exemple dans l'intelligence artificielle Sora, par exemple, qui est gros succès aujourd'hui. On voit beaucoup sur TikTok passer justement des vidéos, des shorts d'intelligence artificielle, qui n'est pas rentable encore aujourd'hui, qui coûte, je crois que c'est à plusieurs milliards, 4 à 5 milliards annuels, puisqu'une vidéo de 20 secondes en 1080p de Sora coûte 1,3 $. Donc malgré les abonnements, c'est pas rentable. Mais ça commence, c'est les prémices malgré tout d'une intelligence artificielle qui pourrait devenir rentable, puisque jusqu'à présent, tous les modèles ChatGPT, Grok, tout ça, il n'y a pas d'abonnement, c'est un open source, on peut l'utiliser, il n'y a pas de modèle économique. Sora, c'est un peu le prémisse finalement de l'IA qui peut trouver son modèle économique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez finalement des géants comme ça qui vont après trouver leur modèle économique. Je parle de l'IA parce que c'est un peu la continuité du numérique. Jusqu'à présent, ce qui rapportait beaucoup d'argent, notamment aux États-Unis, c'était Google, c'était des grands groupes comme ça qui étaient donc groupes numériques. Et puis après, vous avez 600 entreprises, 600 000 entreprises dans la construction aux USA qui rapportent de l'argent à l'intérieur et qui font tourner l'économie. L'économie intérieure aux États-Unis compte énormément, y compris dans le calcul du PIB. L'économie intérieure compte plus, malheureusement, qu'en France et en Europe plus largement. Donc ce qu'il faudrait faire en France aujourd'hui, c'est pas une mesure, mais des stratégies en quelque sorte, c'est un peu à l'américaine, puisqu'on voit que ça fonctionne bien, c'est se dire plutôt que de prendre notre population comme ennemi, ce que le politique a trop tendance à faire aujourd'hui, on va plutôt prendre les étrangers, entre guillemets, comme concurrents, adversaires, parfois, il faut pas avoir peur de le dire, et se dire on va essayer d'être suffisamment séduisant pour attirer des capitaux. Là, je rappelle qu'on fait l'inverse, hein, les mesures politiques qui sont mises en place font sortir des capitaux. Les Français prennent peur, ils partent en Suisse, ils partent à Luxembourg avec leurs assurances vie, ils partent entreprendre aux Émirats Arabes Unis ailleurs, donc ils sortent des capitaux. Alors qu'il faudrait faire l'inverse, il faudrait attirer les étrangers pour attirer leurs capitaux, et puis après à l'intérieur, plutôt faire des baisses d'impôts que des hausses d'impôts, là aussi on fait l'inverse, pour permettre au commerce intérieur de bien fonctionner. Et là on fait absolument l'inverse. C'est-à-dire que finalement vous avez une croissance, vous voyez, qui est, je vous laisse poursuivre. Non, non, allez-y, je me demandais justement comment en fait on se retrouve dans un système complètement inverse de ce qu'on devrait faire justement. Bah, c'est une bonne question. Il y a des réponses à ça. C'est que vous créez par exemple des impôts sur les taxes, hein. Ce qu'on sait très bien faire, c'est que quand il n'y a plus de solution, on dit bon, ben qu'est-ce qu'on pourrait taxer? Bon, on va même taxer les impôts. Là où il y avait déjà trop d'impôts, on se dit bon, on va surtaxer, on va créer une taxe. Donc, transactions financières, il y a déjà de l'impôt. Bon, à faire une taxe. Vous détenez quelque chose. Jusqu'à présent, on taxait le mouvement. Là, aujourd'hui, on va se dire bon, on va taxer même finalement la détention de richesse. On va taxer l'immobilier. Vous avez des villes où les, euh, comment dire, les devantures de commerce, on a tout fait pour que le commerce ne soit plus rentable. Aujourd'hui, on dit, vous avez un commerce qui est vide, on va taxer, euh, on va mettre un supplément sur la taxe foncière sur les commerces qui sont vides. Donc vous faites absolument l'inverse, plutôt que de favoriser l'épargne longue qui va permettre justement
d'entreprendre et d'investir à l'intérieur plutôt que de sortir avec cette épargne et d'aller l'exploiter ailleurs, vous cassez l'appareil et vous arrivez à un sommet, hein, on parle de la courbe de l'affaire, le moment où on rejette l'impôt, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a un moment où le modèle n'est plus fonctionnel. Mm. Donc ce que je veux dire, c'est que vous avez des modèles économiques aujourd'hui où il y a beaucoup de croissance, il y en a dans des pays qu'on oublie trop souvent, la Malaisie par exemple. Regardez tous ces pays aujourd'hui, Bangladesh, Pakistan, Malaisie, des petits pays dont on parlait peu. Alors, il y a l'Inde aussi, qui est un gros pays parmi ceux-là. Tous les géants, y compris américains ou chinois, Huawei, Apple, sous-traitent. Et il y a de la main-d'œuvre qualifiée dans ces pays-là. Et vous allez retrouver pas très loin après des, je dirais, des centres d'innovation comme Shanghai, par exemple, en Chine. Et puis après, des centres d'innovation financière aussi, comme Dubaï. Et ça ressemble de plus en plus finalement à ce qu'était l'Occident il y a 40 ou 50 ans. Et nous, au lieu de comprendre que ce qui ne fonctionne pas, c'est ce qu'on met en place depuis 30 ans, au contraire, on appuie ce système-là avec le conseiller de Macron, qui est prix Nobel, entre guillemets, puis il n'y a pas de prix Nobel, mais quasiment prix Nobel, disons, d'économie aujourd'hui, Frédéric Agion. Comment est-ce que vous voulez qu'il relance la croissance? Il ne sait pas faire de croissance. Ces gens-là ne savent pas faire de croissance. Je veux dire, ils ont un paradigme qui est très clair, c'est le dirigisme, la dictature économique, c'est décider de ce qui doit faire l'économie et créer des monopoles. Macron le dit très ouvertement. Macron avait donné une conférence au Collège de France il y a 6 mois avec Mario Draghi, conférence en anglais, et Macron explique que ce soit dans l'IA ou dans d'autres registres, il faudra se faire à l'idée qu'il y ait des monopoles, et de plus en plus de monopoles. Et que dans certains secteurs, ce sera un Polonais, dans d'autres secteurs, ce sera un Italien, encore dans d'autres, un Français. C'est l'inverse de la croissance. Là où vous avez des monopoles, vous n'avez plus de croissance. Vous regardez la croissance dans le secteur publicitaire, par exemple. Vous apercevez qu'il y a de moins en moins de croissance, de façon parfaitement concordante au fait qu'il y a eu de plus en plus de monopoles, notamment par rapport à Google. Google, c'est 180 ou 190 milliards de résultats publicitaires. C'est une société de publicité Google finalement. La rentabilité de Google, ça vient de la publicité si vous allez chercher. C'est comme quand on dit très souvent, d'une façon un peu caricaturale, Rolex vend pas des montres mais vend du luxe, c'est une image de marque. Google propose des services et rentabilise par rapport à la pub. Et donc, plus vous avez de concentration dans les secteurs, moins vous avez de monopole. Et Frédéric Aguillon, qui a donc fait, je parle de lui parce qu'il est prix Nobel maintenant et très présent sur beaucoup de plateaux, présenté comme un opposant à Zuckman assez régulièrement, alors que finalement, ils sont à peu près sur la même ligne. C'est du un peu plus, un peu moins. Et aujourd'hui, même le Rassemblement national, qui était le parti d'extrême droite, comme je le dis régulièrement depuis un moment, est devenu encore plus socialiste que je voyais ce matin Marine Le Pen, hier matin, qui disait pourquoi pas donc verser 1000 euros à chaque enfant qui naît pour financer la retraite par capitalisation. Réfléchissons-y, pourquoi pas, on n'est pas fermé. Dès qu'il y a une mesure sociale, socialiste, le Rassemblement national vote pour la nouvelle taxe ou la mesure socialiste. Donc vous avez un conglomérat, je dirais, de toutes obédiences confondues, ce qui n'était pas le cas précédemment, hein. C'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Il y avait encore des gens qui étaient attachés au capitalisme en France, dans les pays européens. Et aujourd'hui, vous avez un conglomérat de personnes qui s'accordent pour dire que finalement, en effet, il va falloir décider de l'économie. Ben, moi, je leur dis, c'est très simple, si vous décidez de l'économie, vous allez peut-être savoir créer des monopoles, pourquoi pas. Si vous pensez que c'est une bonne chose, moi personnellement, je le pense pas, parce que généralement, au moment où il y a trop de monopoles, les mêmes personnes que j'ai citées précédemment arrivent en disant, il y a des monopoles, il faut les taxer. Parce que ça, ils font des super profits. Et donc finalement, étant donné que le principe quand même de faire des super profits, bah, vous allez comprendre que c'est d'être super puissant, vous êtes plus en capacité de savoir échapper à l'impôt que celui qui n'a pas fait de super profit. Donc vous allez, sous le masque de la taxation des super profits, taxer généralement des moins puissants. Donc tout ce système-là ne fonctionne pas. Au lieu de ça, vous avez un système américain, bah, ce que fait Trump, hein, ce qui est en train un petit peu de refaire Trump, justement, de dire on profite des droits de douane et donc il va verser 2000 euros aux Américains, ce qu'il a annoncé il y a quelques 2000 dollars aux Américains. Et on profite donc de rapatrier des capitaux de l'extérieur. On continue à exploiter finalement l'extérieur également comme marché avec nos géants. Aujourd'hui la tech, demain l'IA. Et puis après en militarisant un peu les choses différemment. Stablecoin, dollar, tout ce qu'ils ont toujours su faire et qu'ils vont savoir faire. Et puis après à l'intérieur, on fait tout pour relancer l'activité.
Hmm. Bah, aux dernières nouvelles aussi, un peu, on a la Fed qui semble être prête à baisser ses taux, alors que la BCE reste prudente. Quels effets ces politiques un peu divergentes, du coup, peuvent-elles avoir sur les marchés européens et sur la compétitivité de la zone euro? Ça va être très fragmenté parce que premièrement, déjà, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ici, il y aura un euro numérique, là-bas, il n'y aura pas de dollar numérique. Donc ça veut dire que nous, on aura la politique de taux, l'arme des taux, qui était quand même la seule stratégie, on va dire, la stratégie majeure des banques centrales. Elle va être totalement modifiée, puisque jusqu'à présent, on va dire que si on imprimait de la monnaie, on favorisait de la croissance. Donc si tous les gros blocs, pas réels, hein, mais on favorisait de la croissance nominale, mais évidemment pas de la productivité. Mais mécaniquement, si vous imprimez beaucoup de monnaie, même si les transactions financières sont pas incluses dans le calcul des PIB, vous avez quand même de l'argent qui se retrouve pas uniquement dans les circuits financiers, mais vous avez de l'argent qui va se retrouver dans la production de certains biens. Plus il y a de monnaie, plus il va y avoir de production de biens sur l'instant. Pas de richesse réelle, mais plus de biens. C'était vrai jusqu'à présent, tant qu'il y avait des accords quand même entre des blocs qui étaient plus ou moins alignés. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Donc s'il y a des dépenses sociales qui seront épongées par l'euro numérique et que ça n'est pas le cas aux USA, déjà, il va y avoir des paramètres qui vont être différents. Donc, dans un premier temps, évidemment, on aura tendance à dire que si les Américains baissent les taux, bon, il y aura plus les marchés actions américains vont mieux se porter. Il va y avoir du dollar qui va se retrouver dans les marchés actions. Il va y avoir, mais voilà, il faudrait être beaucoup plus data dépendant, si je puis dire, qu'on l'était précédemment. Toutes les façons d'appréhender l'économie qu'on avait jusqu'à présent vont devenir de plus en plus théoriques et de moins en moins pratiques parce que justement les blocs vont fonctionner avec des modes opératoires qui seront à la fois nouveaux, polarisés en fonction des secteurs. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez par exemple, je vais vous parler de l'IA par exemple. Si vous envoyez de l'argent dans l'IA, si vous avez des taux bas, si vous avez des politiques de soutien, ce qu'avait dit Trump même au début lorsqu'il a été élu, on va investir dans des centaines de milliards dans l'IA. Ah, vous allez avoir de la croissance dans l'IA, plus que si vous n'avez pas des milliards qui ont été investis. Si vous avez par contre des secteurs que j'appellerais un petit peu plus nécessaires, par exemple un laboratoire pharmaceutique qui va soigner des diabétiques, et il y en a de plus en plus, puisque les gens sont obèses partout dans le monde, donc si les gens sont obèses, ils vont avoir du diabète, il va falloir les soigner. Et on va partir d'un principe qui est assez simple, soit ils paieront pour soigner, soit les États paieront pour eux. Donc toujours est-il qu'il y aura une innovation qui sera nécessaire, ça va être, dans l'absolu, on va dire, qu'est-ce que vous faites une image par IA pour le patient qui a du diabète, ou vous prenez un médicament, vous achetez ensuite votre abonnement pour faire Sora. Donc on pourrait partir de ce principe-là que les gens seront diabétiques et donc les sociétés qui fabriquent de l'Ozempic, des choses, vont gagner de l'argent. Mais il y a un autre problème, c'est que les coûts de production sont de plus en plus élevés, finalement encore plus élevés, pour les sociétés, si vous voulez, qui fabriquent, pour les groupes qui fabriquent de la vraie valeur ajoutée. C'est-à-dire des sociétés justement qui travaillent plus dans l'industrie, dans la pharmacologie, plus que les moteurs aujourd'hui de la croissance mondiale, c'est le luxe. Pour la France encore plus, mais partout dans le monde. Mais le gros moteur aujourd'hui en France, alors après il y a l'aéronautique, mais c'est beaucoup le luxe. Le luxe par nature, c'est du fake, justement. Vous pouvez avoir des prix de production, des coûts de production très bas et ramasser beaucoup de bénéfices, donc beaucoup d'argent, et donc générer de la croissance. L'industrie, c'est différent. Si vous voulez faire de l'industrie, ça coûte toujours très cher, beaucoup plus cher. Donc vous allez avoir une fracture aussi qui va être à prendre en considération. Vraie croissance, fausse croissance. C'est déjà le cas aujourd'hui, ça va être encore plus le cas. Voilà. Hmm. Bah, de manière un peu plus générale, entre le ralentissement un peu global et la fin du shutdown américain et les tensions commerciales qui persistent, comment est-ce que vous évaluez justement la solidité de la reprise mondiale à court terme déjà? Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez par rapport au shutdown, il y a quelques semaines, la moyenne de euh, trésorerie du trésor américain se situe à peu près à 500 milliards, la moitié de 1000 milliards. Fin juillet, il y avait 290 milliards de réserves de trésor. Là, j'ai regardé il y a quelques jours, il y avait à peu près 800 milliards,
donc un tiers de plus quasiment que la moyenne, et plus du double qu'au mois de juillet, de trésor. Ça veut dire que on a continué à émettre des obligations courtes aux États-Unis, elles ont été achetées, ça a fait rentrer de l'argent. On a arrêté de payer ensuite des fonctionnaires, donc ça a fait stocker de l'argent. Et là, on va se remettre à inonder cette liquidité finalement auprès des Américains. Les Américains qui vont être payés, encore plus qu'ici, on va dire, puisque c'est la mentalité aussi des Américains. Il y a beaucoup, vous savez qu'ils dépensent aussi à crédit, beaucoup plus qu'ici, il y a notre état d'esprit, et vont forcément injecter cet argent aussi indirectement vers les marchés actions et aussi vers les crypto-monnaies. Donc pour répondre à votre question, si vous regardez la fin du shutdown déjà dans l'immédiat, ça va soutenir les marchés actions américains temporairement. Là, il y avait eu un petit peu de perte. Et, et aussi potentiellement le cours du Bitcoin. S'il n'y avait pas eu d'accord sur le shutdown, on aurait pu imaginer un Bitcoin qui tombe. Et là, on peut imaginer un Bitcoin qui remonte un peu. Donc vous allez avoir cette artificialisation, on va dire, très temporaire également, qui est liée à la fin du shutdown. Commerce mondial, pour vous répondre, là aussi, ça va être, il y a une géométrie à prendre en considération. Durablement, il va être plus calme, hein. Il y aura moins d'échanges, il y aura une polarisation, ça c'est certain. Pour différentes raisons. Bah, premièrement, la guerre sino-américaine, puisque les Américains se méfient. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle beaucoup de l'IA, justement, et de la rivalité sino-américaine. Et en détail, les Américains et les Européens, sous pression des Américains, acceptent donc cette pression aussi et euh, ne fournissent plus certaines puces via SML par exemple aux Chinois, comme on le faisait précédemment. On a vu le scandale Nexperia aussi aux Pays-Bas ces derniers temps. Donc le bras de fer, les bras de fer entre Chinois, Européens, Américains vont faire qu'il va y avoir forcément une accalmie sur les échanges, toute forme d'échange. Donc accalmie sur le commerce mondial indirectement, puisque s'il y a moins de puces qui passent des Pays-Bas vers la Chine et des États-Unis vers la Chine encore plus, ou forcément vous avez une accalmie sur le commerce mondial. Ce que j'appelle le commerce, qui est le vrai commerce mondial qui va faire foi, qui va être un peu ce commerce, ce qu'on appelait le commerce. Pourquoi on parlait de commerce aussi mondial? Parce que le commerce, justement, mondial des années 60 à 2000 ressemblait beaucoup au commerce. C'était des bananes qui passaient d'un pays à un autre. Et si vous alliez dans un commerce, vous achetiez quoi? Vous achetiez des bananes. Vous achetiez des produits tout simples. Donc on parlait de commerce mondial. Et aujourd'hui, ce commerce, je schématise évidemment, c'est prosaïque, mais ça va être beaucoup ce qui va être le moteur des économies, les puces, donc ce que j'appelle l'industrie de la tech. Vous avez d'un côté les plateformes, par exemple moi, Tom Benoît, demain je pourrais créer mon média, ma plateforme numérique d'intelligence artificielle, et tout le monde va mettre, je vais créer mon réseau social, bon. Mais par contre, il va falloir qu'il y ait des puces pour alimenter tout ça, et ça c'est l'industrie de la tech. Et Tom Mm. Benoît, ça sera la vitrine du truc. Et comme Netflix l'a été, comme Google l'est. Et tout ça, ça va alimenter le commerce mondial. Ça va être le secteur le plus fort du commerce mondial. De l'autre côté, la pharmacologie. Pourquoi? Bah, comme je le disais, il y a beaucoup de monde, il y a des habitudes alimentaires qui sont de plus en plus nocives, la 5G, tout ça. Donc l'avenir de la pharmacologie, il est brillant. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait tout son argent sur des valeurs. On a vu que Novo Nordisk, je suis très confiant aujourd'hui sur une. Alors, c'est pas un conseil, là aussi, je dis pas qu'il faut acheter Novo Nordisk maintenant, mais je veux dire, je pense que ces groupes-là ont un avenir intéressant structurellement. Alors, ça veut pas dire, là, temporairement, que Novo Nordisk va monter dans les 2 mois. Voilà, qui est bien que ce soit clair là-dessus, mais les Lilili, Novo Nordisk, j'ai parlé justement dans ma dernière vidéo de beaucoup de sociétés qui sont, que ce soit Cambricon, le concurrent d'NVIDIA en Chine, qui sont les industriels de l'IA. Après, les SMIC en Chine, tous ceux qui fabriquent des puces, toutes ces sociétés vont représenter l'essentiel du commerce mondial. Mais ce commerce va forcément être plus calme puisque les blocs vont se polariser et que l'Europe va aussi. L'Europe, c'est encore plus compliqué parce que quand je vois les décisions là, qui ont été prises ici à 2045, le 90% de réduction nette, donc par rapport, je crois que c'est par rapport aux émissions de 1990, à horizon 2035, c'est 2045, c'est demain, hein, c'est 20 ans. Parce que une société qui sait qu'il faut être à moins 90% d'émissions par rapport à 90 en 2040, elle va peut-être pas s'installer si c'est une société industrielle en Europe. Et il y a quelques pays qui s'y sont opposés, lesquels? Slovaquie, Hongrie, Italie aussi dans une moindre mesure, Roumanie. Pourquoi? Bah, parce que ce sont des pays qui sont un peu moins tertiaires, je dirais même un peu moins prétentieux, un peu moins bureaucrates, entre guillemets, et qui ont fait tout leur succès ces dernières années grâce à l'industrie. Donc ceux-là disent, nous, on sait ce que c'est,
On sait que même vous, aux Français, par exemple, puisque Macron est à 100% derrière la réduction à 90% des émissions, Macron arrive en disant il y a une nécessité de réduire à 90% d'ici 2045. Les Hongrois savent, par exemple, que Renault s'est installé en Hongrie ces derniers temps. Que j'ai parlé également dans une vidéo récente du projet Waymo, les voitures autonomes à Los Angeles. C'est assez impressionnant. J'étais d'ailleurs à Los Angeles il y a quelques semaines. Vous voyez beaucoup dans les rues, voitures qui sont fabriquées sur un partenariat Jaguar-Google, voitures parfaitement autonomes. Elles sont fabriquées en Autriche. Donc tous les pays, si vous voulez, de l'Est de l'Europe ont récupéré de l'industrie. Donc eux ne sont pas d'accord avec ces mesures qui sont ultra théoriques, qui disent oui, oui, il faut fusiller l'industrie sous le masque, si vous voulez, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mm. Donc l'Europe, ça va être encore plus compliqué, voilà. Ouais, j'imagine. Bah, pour justement, ça m'amène sur ma prochaine question. Il y a eu la COP 30 cette semaine qui impose des investissements massifs dans la transition énergétique. Est-ce que vous pensez que les États, notamment la France, peuvent financer ces transitions sans creuser davantage leur dette? Parce que je rappelle, on a une dette Ouais. toujours très importante, quoi. Il y a une chose qui est assez préoccupante, assez inquiétante, qui m'inquiète beaucoup en tout cas personnellement, individuellement, en tant que, on va dire, citoyen entrepreneur et pas chef d'État, puisque moi j'ai jamais été ministre ou patron de pays. Il y a une pathologie quand on arrive à être ministre ensuite, c'est que on devient le défenseur de son entreprise et son entreprise ça devient l'État. C'est un petit peu comme si vous, je vous salariez chez Total, vous allez défendre Total demain, et si je vous salarie pour l'État, vous allez défendre l'État. Et si vous défendez l'État vis-à-vis de qui? Vous défendez l'État vis-à-vis des contribuables qu'il faut fiscaliser et auxquels il faut faire passer la pilule pour accepter une surfiscalisation parfois. Parfois, vous allez priver ces citoyens, ces contribuables de certaines libertés également. Et ce que je vois, c'est que depuis, agrémenté par les outils numériques également, et ça s'accroît depuis quelques mois, même depuis quelques semaines, quelques mois, tous les États, absolument tous les États du monde, c'est ce qui est préoccupant, sauf certaines personnes dans certains États, beaucoup plus aux États-Unis, où il y a le meilleur et le pire, on le voit avec Musk, qui fait partie du meilleur par exemple, ou au Salvador également, ou en Argentine, des gens assez libertariens. J'entendais justement le président de l'Argentine qui déclarait la différence entre quelqu'un de gauche, de droite et un libertarien, c'est que la personne de gauche veut savoir euh, avec qui vous faites du business, se fout de savoir avec qui vous couchez. La personne de droite veut savoir avec qui vous couchez, ça l'importe tout au moins, mais ne veut pas savoir avec qui vous faites du business. Et le libertarien ne veut pas savoir avec qui vous couchez, ne veut pas savoir avec qui vous faites du business. Voilà. Et le Graal, à la rigueur, c'est un petit peu ça. Moi, je pense qu'on a plus, finalement, d'intérêt aujourd'hui à être libertarien qu'à être, entre guillemets, du mauvais côté de la gauche ou du mauvais côté de la droite. Alors moi, je préfère les mauvais côtés de la droite, malgré tout, que les mauvais côtés de la gauche. Quoiqu'à une époque, il y avait des bons côtés aussi à gauche, il n'y en a plus du tout aujourd'hui, hein. Le grand mal aujourd'hui, c'est vraiment, c'est pas la droite, c'est pas l'extrême droite. Le cancer de notre époque, c'est le gauchisme qui est, on va dire, répandu, alimenté, servi comme doctrine dans les écoles, les grandes écoles, et il y en a partout, malheureusement aussi aux États-Unis, et beaucoup ici. Et donc, ce que je vois pour vous répondre, c'est que les États prennent de plus en plus de pouvoir, en tout cas sur l'économie, et que la plupart des États ont tendance à vouloir décider finalement de quelles devront être les sociétés. Et ça, c'est problématique parce que le principe des économies libérales, c'était que c'était la demande finalement des consommateurs qui allait finalement créer des géants. Et aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau d'instrumentalisation de l'économie que, à partir du moment où il ne nous suffit même plus finalement de distribuer des chèques, de faire des asservis, de faire des fraudeurs ou des feignants, parce que c'est ce que fait la France aujourd'hui. Les pays comme la France surfiscalisés, qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils fabriquent des feignants d'un côté et des parasites entre les deux et des fraudeurs de l'autre. Parce que ceux qui n'accepteront pas d'être soit feignants, soit parasites, vont faire des affaires et vont se mettre. Il n'y a pas une seule entreprise aujourd'hui, si vous la redressez fiscalement, qui ne se retrouve pas avec le contrôle le plus invasif, avec un minimum de redressement. Parce qu'il y a toujours un restaurant, un hôtel qui ne correspondait pas aux bons clients, une proportion de salaire qui ne correspond pas entre la secrétaire et l'autre. Et voilà. Donc, avec une surcharge de normes et de fiscalité, vous fabriquez des fraudeurs. Et de l'autre côté, en effrayant par rapport à cette même surcharge, vous fabriquez des feignants, et entre les deux, des parasites qui se disent
J'ai compris qu'il faut pas faire d'affaires, mais je préfère me mettre au service de l'État finalement et en étant pris en charge par l'État sous prétexte finalement de d'alimenter le bien public ou de servir le bien public. Ben, ça peut pas fonctionner, voilà. Donc c'est là où le problème, pour répondre à votre question, c'est que les États prennent de plus en plus de pouvoir, notamment en disant la transition écologique, ben, il va falloir que tout le monde se mette au service de la transition écologique comme doxa, mais pas comme économie. Donc ça ne veut pas être de vraies innovations en matière d'ingénierie qui vont pouvoir se faire dans l'écologie, ça va être des décisions qui vont être prises pour normer systématiquement les différents secteurs d'activité. Et ça conduit à des Porsche qui s'effondrent, par exemple, parce que doxa, politique, il fallait dire, bon, on est directeur de Porsche, on fait le tout électrique, ça conduit à ça, voilà, le nucléaire, l'effondrement de tout ça, donc ça peut pas fonctionner. Pour être, je suis rarement positif, mais là où c'est pas perdu, c'est que je vois, malheureusement, je crois plus en la démocratie, parce que la démocratie est très difficile aujourd'hui, elle n'est pas validée lorsqu'elle devrait l'être, elle est instrumentalisée lorsqu'elle ne devrait pas l'être, donc le principe de la démocratie ne nous sauvera pas, si vous voulez. Par contre, vous allez avoir un minimum de personnes dans la plupart des États, que ce soit aux États-Unis, ici également, vous allez avoir à peu près un gros 10% et puis surtout 3 à 4% de la population qui va pouvoir finalement représenter une nouvelle forme d'élite qui va avoir envie d'être souveraine et de s'extraire de l'État parce qu'elle va comprendre que ce principe parasitaire finalement qui consiste à dire je me réfugie derrière le nombre et le nombre c'est l'État et vers la capacité d'asservir les autres ne correspond pas finalement à un idéal de vie. C'est tout à fait ce qu'a compris Musk. Moi, je suis admiratif. S'il y a un milliardaire dans le monde duquel je suis admiratif, sans être fanatique, hein, c'est Musk, parce que il fait son business au départ sur les aides quand même de l'État américain également, hein, avec pas au tout départ, mais avec Tesla en tout cas. Il continue à le faire encore aujourd'hui. Tesla, vous avez sur les derniers trimestres parfois 25% de chiffre d'affaires qui provient de la revente de crédits carbone, qui sont revendus à des General Motors, Ford, qui eux vendent plus de thermique. Et ce Musk, qui a bien, entre guillemets, profité du système, qui a été servi par le système, sait que la bonne direction, elle n'est pas là, et dans un côté presque croyant, je dirais, et il est convaincu, il l'explique finalement, encore chez Joe Rogan, là, je regardais la dernière interview, que la bonne direction, c'est l'économie libertarienne et c'est pas l'économie dirigée. On peut être assez admiratif de ça. Bah, il faudrait plus de Musk en France, en Italie, en Espagne, en Europe et partout dans le monde. Voilà. Pas justement pour terminer cette émission, est-ce que vous seriez capable de me définir en un seul mot la situation actuelle économique mondiale? La paralysie, bien sûr. J'aurais voulu le coupler à un autre mot, c'est la paralysie dictatoriale et démagogue. Voilà. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu pourquoi avoir choisi ces mots? Pourquoi? Parce que vous avez d'un côté justement l'élite étatique que je définissais précédemment, qui a envie finalement de jouir malgré tout et donc de contrôler la jouissance qu'ils vont pouvoir puiser des autres. Et ils s'aperçoivent de plus en plus que la seule manière de pouvoir arriver à ces fins-là, finalement, c'est de paralyser l'économie, de rendre les économies difficiles, de désacraliser le profit, de désacraliser l'ambition, la réussite, tout ce qui a fait le, les États-Unis des années 80, vous savez, la période 80, moi j'étais pas né, hein, donc j'en parle en étant, je veux dire, j'ai pas été influencé par ce système-là, mais un peu le Wall Street, cette finance triomphante où quand on réussissait, les filles étaient soignées, les mecs étaient musclés, on mangeait du cru, on faisait du sport, il y avait un peu le côté californien success story, on montrait qu'on avait de l'argent, on allait sur des bateaux. Tout ça aujourd'hui, c'est plus possible. Je veux dire, si vous et moi on partait demain sur un bateau en montrant sur Instagram des lâchers de billets, je crois que ça passerait pas. C'est plus autorisé, si vous voulez. C'est devenu quelque chose qui est interdit et qui a été désacralisé. Et ouvertement, toute l'élite dirigeante vous explique aujourd'hui que, quand j'y élite dirigeante, il n'y a rien de complotiste, hein. Je veux dire, toutes les personnes finalement qui dirigent et qui forment une élite, vous expliquent que le super profit, c'est-à-dire avoir vraiment plus que les autres, doit être interdit et qu'il doit y avoir une mesure. En oubliant que pourquoi pas, mais que ça s'appelle le marxisme. Moi, personnellement, je suis contre. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de limite à l'ambition, si ce n'est le risque. Et que le risque existe toujours, et que s'il y a une chose qui est inévitable dans la vie, vous en rendrez bien compte parce qu'on en a toujours, c'est des accidents. Et que le risque est indissociable de l'accident. Et que si vous n'êtes pas surprotégé,
Il n'y a pas besoin de surtaxer vos super profits parce que vous allez faire des super chutes et des super accidents qui vous ramèneront suffisamment à la réalité. Voilà, mais qu'il ne faut surtout pas freiner les ambitions d'un point de vue dictatorial. Donc c'est pour ça que je dis que l'économie mondiale aujourd'hui, elle est dirigée pour être paralysée et d'une façon dictatoriale parce qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une catégorie aujourd'hui de d'état d'esprit, en tout cas des personnes qui ont un état d'esprit. On le voit beaucoup à la Commission européenne, un peu moins aux États-Unis, puisqu'il y a des gens comme Peter Thiel, Musk, du sang, qui se dissocient de cet état d'esprit. Mais il y a un état d'esprit dictatorial. La Chine, qui est quand même une dictature, hein, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, quand j'observe la Chine, je vois que d'année en année, je suis pas un grand fanatique de la Chine, hein, de surcroît, il y a des verrous qui sont libérés. Ça veut dire qu'en contrôle des capitaux, les Chinois vont dire, bon, on laisse les Chinois partir, on laisse nos Chinois, nos concitoyens partir avec 40 000 dollars, demain on va les laisser partir avec 60 000 dollars, et après-demain avec 70 000 dollars. Et il y a des mesures qui sont abaissées chaque année. Alors qu'en Europe, chaque année, on s'inspire des Chinois. Je voyais dans un rapport de la Commission européenne, c'était écrit noir sur blanc, un grand représentant européen qui dit il faut accepter la leçon que l'on peut tirer par rapport à l'application politique des Chinois, c'était par rapport justement au contrôle des capitaux. C'est pas une leçon, c'est une inspiration. C'est que malheureusement, sans s'en rendre compte, cet édile européen s'inspire d'un modèle qui est social dictatorial et qui tend vers le capitalisme. Nous, c'était l'inverse. Il n'y avait pas de contrôle de capitaux, il n'y avait pas les exit tax, tout ça, on pouvait entreprendre dans le monde, on était capitaliste et on tendait vers des modèles sociaux démocratiques. Et on tend du capitalisme vers des modèles sociaux dictatoriaux. Voilà le problème. Eh ben, Monsieur Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre expertise, encore une fois. Avec plaisir. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À lundi.